Bien, ben, merci beaucoup pour cette invitation. Félicitations au travail que vous faites. J'espère qu'un jour, on pourra se retrouver et pas par le truchement de Zoom, mais physiquement pour échanger sur le sujet du moment. Je suis très honoré aussi d'être avec deux auteurs que j'apprécie, Youssef, dont j'ai utilisé les travaux, et Pierre-Antoine qui m'a fait l'honneur de me demander de préfacer son livre sur Soros. Et effectivement, nos travaux se rejoignent notamment sur la question ukrainienne puisque eh bien, on a abordé cette question de perspectives différentes, mais on se rejoint sur un constat et je dirais que l'utilisation de nos travaux peut nous permettre de faire quelques prospectives pour voir comment tout cela va se finir, bien se finir ou mal se finir. Donc, je vais séparer ma présentation en deux parties. La première partie, je vais revenir, sera un peu historique et aussi géographique. Je vais revenir sur l'origine du conflit de manière vraiment générale. Et ensuite, je vais revenir sur cette période de 8 ans qui a immédiatement qui précède Maïdan et jusqu'à aujourd'hui, et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, à cette fameuse opération spéciale, comme on l'appelle ici en Russie. Donc, pour revenir aux origines du conflit, eh bien, ce qu'il faut souligner, encore une fois, c'est que l'Ukraine est à la convergence de différents intérêts, de différentes civilisations, de différentes nations, et que cette convergence fait que c'est un territoire sur lequel on s'est beaucoup battu, pour lequel on s'est beaucoup battu. Du point de vue, entre guillemets, des civilisations, je dirais qu'on a à l'origine, en fait, la présence de l'Empire romain d'Orient. Hein. Vous savez que à la fin de l'Empire romain, eh bien, les empires ont été divisés entre l'Empire romain d'Occident, donc avec la capitale à Rome, et l'Empire romain d'Orient avec sa capitale à Byzance. Et donc cette chrétienté occidentale va façonner toute une partie du continent européen et va s'étendre assez loin jusqu'en Crimée. Et c'est là que d'ailleurs la Rousse de Kiev, donc qui est l'ancêtre millénaire de la Russie d'aujourd'hui, eh bien, a vu une naissance, et c'est là qu'elle s'est convertie au christianisme oriental. Ces territoires ont également été occupés, je parle des territoires qui constituent actuellement le sud de l'Ukraine, par l'Empire ottoman, et après les invasions mongoles, je fais rapidement, si vous voulez lire de manière plus substantielle l'histoire dans ces pays-là, vous pouvez commencer par mon livre, mais sinon, il faut vous creuser dans des livres un peu plus complets. Mais là, j'essaie de vraiment de prendre les idées générales. Et donc, si vous voulez, au XIIIe siècle, en fait, il y a des invasions mongoles qui sont suivies en fait après par une prise de pouvoir sur ces territoires qui correspondent euh, en partie à l'Ukraine, mais également dans la Russie d'aujourd'hui, par l'Empire ottoman. Et donc, à ce moment-là, la Crimée appartient à une subdivision de l'Empire ottoman qui s'appelle le Khanat et qui est le Khanat de Crimée et qui recouvre également les territoires que l'on a dans le Donbass. Dans le même temps, l'entité politique qu'on appelle la Respospolita, c'est-à-dire en fait la République des deux nations, c'est-à-dire l'union entre la Pologne et la Lituanie, s'empare de toute une partie du territoire ukrainien actuel, non seulement l'Ukraine centrale, mais également l'Ukraine de l'Ouest, et va y laisser une empreinte qui aujourd'hui est un facteur de compréhension de la situation. Donc, en gros, vous avez sur ce territoire trois grosses influences. Une influence occidentale qui passe par la Pologne, une influence orientale qui passe par la Russie et également par la Turquie. Et donc, ces trois acteurs directement liés à ce qui se passe actuellement en Pologne. À côté de ça, vous avez eu également d'autres entités étatiques qui se sont greffées et qui ont en quelque sorte jeté de l'huile sur le feu de ces territoires, ce sont les anglo-saxons. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la géopolitique, tout d'abord du point de vue des Anglais, la grande peur des Anglais, c'est de ne pas contrôler les détroits. C'est la grande peur, notamment au 19e siècle, et c'est ce qui entraîne la guerre de Crimée parce que l'Angleterre voit la Russie pousser vers les détroits du Bosphore et voit la montée en puissance de la Russie en mer Noire. Et ça, pour l'Angleterre, ça a toujours été une hantise et ça l'est toujours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez une position extrêmement belliciste, peut-être la plus belliciste du moment, avec celle de la Pologne, qui est du côté anglais. À côté de ça, donc à côté de cette volonté de l'Angleterre d'empêcher la Russie d'avoir accès aux mers chaudes et d'avoir accès aux grandes mers, donc c'est-à-dire de contrôler les détroits du Bosphore, vous avez la naissance au 19e siècle donc de la géopolitique donc
soit géopolitique anglo-saxonne ou géopolitique allemande, hein, celle de Haushofer. Dans la géopolitique anglo-saxonne, il y a ce souci de contrôler, d'empêcher l'union du continent, on va dire, c'est-à-dire d'empêcher l'union du continent eurasiatique. Pas forcément d'ailleurs comment dirais-je, euh, en s'imaginant qu'il pourrait y avoir un jour un pouvoir central eurasiatique, personne ne suppose ça, mais en empêchant qu'en fait les puissances de ce continent s'entendent bien. Parce que pour les anglo-saxons, c'est un problème. Et surtout, apparaît notamment la notion qu'on retrouve chez Brzezinski de zone pivot. C'est-à-dire que justement, pour empêcher l'union de ce continent, il faut contrôler des zones pivots pour empêcher les autres de les contrôler. Et donc, en Asie centrale, par exemple, c'est souvent l'Ouzbékistan qui est cité. Et en Europe orientale, c'est l'Ukraine. Donc, pour l'Ukraine, pour les élites américaines, même si d'ailleurs Brzezinski est revenu un peu sur ces notions avant de mourir, cette notion de nécessité de contrôler l'Ukraine pour que la Russie ne soit ni européenne ni un empire, je cite, c'est quelque chose de très important et qui va donc motiver toute la politique et qui motive encore toute la politique américaine en Ukraine. Alors qu'on pourrait se dire qu'en fait, les États-Unis sont loin de l'Ukraine, ils n'y ont aucun intérêt. Ce n'est pas du tout le cas. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est à la fois Londres et Washington qui mènent la danse. Donc, comme vous le voyez, dans cette zone, il y a plusieurs influences et certaines influences se sont unies, comme je viens de le décrire. Une influence aussi qui est de retour, c'est celle de la Pologne. La Pologne, elle, a souffert de sa disparition. On l'a peut-être oublié, mais en fait, la Pologne fut une très grande puissance européenne jusqu'au, on va dire, la deuxième moitié du XVIIe siècle, où elle décline progressivement. Mais à une époque, elle a vraiment été ce territoire d'entre les deux mers, c'est-à-dire entre la mer Baltique et la mer Noire. Et dans son imaginaire, elle a envie de recréer cette puissance en réunifiant tous les pays qui sont issus de la chute des empires après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois et l'Empire russe. Donc son idée, et donc qu'elle revendique ouvertement, hein, qui était, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais qui a été présentée d'ailleurs à Donald Trump en 2017 et en juillet 2017, eh bien, c'était de réunir non seulement les deux mers, mais maintenant ils veulent même ajouter la mer Adriatique, c'est-à-dire de faire un conglomérat de ces puissances centre-européennes. Alors, comme l'idée que de contrôler l'Ukraine, ça empêcherait la Russie d'être européenne et d'être un empire, l'idée de la possibilité d'une réalisation de ce type est totalement absurde. Et la question, c'est pas que ce soit absurde ou pas. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui y croient. Comme les élucubrations de Brzezinski, ils y croient. Et donc, ça motive toute une partie des élites européennes. Et les élucubrations de Varsovie, ils y croient. Et donc, ça motive une partie, en tout cas celle qui gouverne actuellement, des élites polonaises. Donc, voilà où l'on est. L'Ukraine, d'abord, c'est le nom d'un territoire. C'est pas, à l'origine, c'est pas le nom d'un peuple, hein. En russe, na Ukraine, ça veut dire à la périphérie. Parce que, eh bien, on considère que l'Ukraine est à la périphérie. Et c'est à la fois la périphérie de l'Empire russe, c'est à la fois la périphérie de l'Empire polonais. C'est une périphérie. Et c'est une tentative qui a échoué de construire une nation sur des peuples que tout opposait, en fait. Enfin, on ne peut pas dire que tout opposait, mais que l'histoire a fait que finalement, eh bien, ils s'opposent. Et donc, ces forces géopolitiques qui lorgnent sur l'Ukraine pour différentes raisons, euh, vont essayer de prendre le pouvoir en Ukraine à partir on va dire, de la chute de l'URSS, donc c'est-à-dire en décembre 1991. À ce moment-là, Washington comprend qu'il y a une carte à jouer, puisque la Russie, qui est issue de ce bloc soviétique, est en extrêmement mauvaise posture, économiquement, humainement, c'est une véritable catastrophe humaine. La libéralisation forcée de l'économie a des conséquences véritablement catastrophiques. Donc, dénatalité, effondrement économique, l'armée russe n'est plus que l'ombre d'elle-même, comme on peut le juger, notamment dans le premier conflit tchétchène, hein, qui se déroule entre 1995 et 1996. Donc, profitant de cet affaiblissement de la Russie, au lieu d'essayer de profiter de ce moment finalement assez court où les États-Unis et l'Occident dominent le monde, eh bien, les États-Unis, les élites essentiellement anglo-saxonnes, vont en profiter pour essayer d'accomplir ce vieux rêve, c'est-à-dire de séparer
non seulement, je dirais, géographiquement, mais également humainement, historiquement, ces deux pays. Et pour cela, ils vont s'appuyer sur des forces qui sont celles qu'on va retrouver à Maïdan. La première de ces forces, eh bien, en fait, c'est ce que moi j'ai appelé l'ukronazisme. Pourquoi j'appelle ça l'ukronazisme? En Russie, on appelle ça le nationalisme, mais moi, je me considère comme nationaliste. Mais pour moi, c'est pas du tout ça le nationalisme. C'est plutôt un nationalisme à la russe, c'est-à-dire une contemplation, comme disait Ivan Ilin, de l'acte de mon pays et de mon peuple dans l'histoire de l'humanité devant Dieu. Vous voyez, donc c'est plutôt un acte contemplatif qui après effectivement doit provoquer une action, mais qui n'est pas celle d'en vouloir envahir, exterminer ses voisins. Or, le nationalisme qu'on voit chez ceux que j'appelle les ukronazis, eh bien lui n'a rien à voir avec ça. Il est issu des idéologies du 19e siècle, donc c'est-à-dire le post-darwinisme. Donc cette idée qu'on retrouve très souvent que les meilleurs vont survivre et que donc finalement la guerre est une bonne chose puisque ça permet justement de voir qui sont les plus forts. Et d'ailleurs à ce sujet-là, je vais un peu aller en avance de Youssef sur la question puisque je pense qu'il va le traiter. L'ukronazisme n'est pas une émanation du nazisme. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu l'hitlérisme, hein, c'est-à-dire qui apparaît théorisé dans plus ou moins par Mein Kampf, qui est publié en 1925 et 1926. Il apparaît même avant. Les premiers textes, par exemple, les 14 commandements du nationaliste ukrainien, qui sont publiés par un certain Merknitsky au début du XXe siècle, sont antérieurs de 25 ans à Mein Kampf. Et l'autre Bible des nationalistes ukrainiens, qui s'appelle Nationalisme, apparaît en 1926, c'est-à-dire au moment où le deuxième tome de Mein Kampf sort. Et il est peu probable que son auteur, Dimitro Donsov, ait lu Mein Kampf. Donc, ces idéologies évoluent parallèlement, je dirais, sur la même base idéologique du stupide 19e siècle, comme disait Léon Daudet. Et ce qui explique aussi pourquoi l'argument qui a été donné alors, par Zelensky lui-même, et puis qui a été repris en France, notamment par Éric Zemmour, qui dit qu'on ne peut pas être nazi parce qu'on est juif, c'est faux en ce qui concerne l'ukronazisme. Le premier ennemi de l'ukronazisme, c'est dans ces fameux 14 commandements, c'est les Polonais et les Russes. Pourquoi? Bien parce que ceux qui contrôlent les territoires sur lesquels, à l'époque, les nationalistes ukrainiens veulent fonder leur pays, c'est contrôlé à l'ouest par les Polonais. Hein. À partir de 1921, les Polonais reprennent le contrôle qu'ils avaient perdu sur l'ouest de l'Ukraine actuelle, donc la Galicie et la Volhynie, et les Russes qui contrôlent en gros le reste de l'Ukraine actuelle. Et donc, encore une fois, les Juifs ne sont pas la priorité. On ne les aime pas, mais je dirais les ukronazis n'aiment personne. En priorité les Polonais et les Russes, mais également les Roumains, les Hongrois et les Juifs. Mais les Juifs ne sont pas la priorité, pas du tout. Et donc, c'est pour ça que pour Zelensky, jouer avec les milices ukronazis, c'est quelque chose que, je dirais, les Juifs d'Ukraine ont l'habitude de faire. On l'a vu notamment avec Kolomoïski, qui est d'ailleurs lui-même un des mentors de Zelensky. Et on a vu également le grand rabbin de Kiev, qui condamnait l'arrivée de Svoboda au Parlement en 2012, et bien en 2014, applaudir Maïdan, alors que si vous vous souvenez bien, un des trois grands personnages de Maïdan, c'était Yaghnibok, le patron de Svoboda. Voilà, qui est un mouvement ouvertement antisémite. Mais toutes ces minorités-là, en fait, pensent pouvoir se contrôler l'une l'autre. Les ukronazis se disent, nous, on va utiliser les juifs parce qu'on sait très bien que si jamais on devient ouvertement antisémite, on n'aura plus le soutien de l'Occident. Et d'un autre côté, l'oligarchie autour de Kolomoïski se dit, nous, de toute manière, on a besoin de bataillons pour faire le coup de force, et cette bande d'ahuris recouverts de tatouages fera parfaitement l'affaire. Donc, voilà un peu pourquoi je pense que c'est important de définir exactement ce que c'est que l'ukronazisme. Et en revanche, ce qui se passe au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que dès l'arrivée des nazis, les vrais, en Allemagne en 1933, les bandéristes, donc du nom de Stepan Bandera, qui est une figure légendaire, se disent qu'ils vont pouvoir s'appuyer sur ce mouvement-là pour créer leur État. Et c'est dès 1933, en fait, soit par la Gestapo, soit par l'Abwehr, les mouvements nationalistes ukrainiens sont
sous contrôle justement de la Gestapo et de l'Abwehr. Et d'ailleurs, à l'époque, Bandera est dans les prisons polonaises et c'est l'Allemagne qui obtient sa libération, puisque la Pologne, à l'époque, essaie d'avoir de bonnes relations avec l'Allemagne nazie. Et d'ailleurs, c'est la Pologne la première qui signera un pacte avec l'Allemagne nazie en 1934. Donc, et à partir de là, en fait, donc les bandéristes, appelons-le les bandéristes pour ne pas faire d'anachronisme, se disent qu'ils vont pouvoir créer leur rêve ukrainien en se fondant sur l'Allemagne nazie. Et donc, au moment du début de l'opération Barbarossa, donc l'invasion de l'URSS par l'Allemagne, immédiatement après à Lvov, capitale de la Galicie, l'adjoint de Bandera, Stetsko, proclame l'indépendance de l'Ukraine. Et dans l'article 3 de cette déclaration d'indépendance, précise que cette indépendance se fera dans le cadre de la grande et nouvelle Europe d'Adolf Hitler et de son chef Adolf Hitler. Le problème pour eux, c'est que il n'est pas au programme d'Adolf Hitler d'avoir une nation ukrainienne, même alliée de l'Allemagne. D'ailleurs, c'est dans Mein Kampf, il le dit clairement à un moment, il dit tous ces territoires, hein, donc c'est encore une fois la notion d'espace vital, devront être pris et sans doute vidés de leur population. Donc ça, c'est le projet, c'est ce qui est annoncé. Staline l'a lu d'ailleurs en 1934. On sait que ça a été traduit en russe en 1934. Et rapidement, les Allemands, il faut comprendre, aux leaders, donc ces fameux Geroim Slava, hein, le cri ukrainien, c'est gloire aux héros, gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. Eh bien, donc ces héros sont soit enfermés, comme c'est le cas de Bandera, dans de très bonnes conditions, soit utilisés comme supplétifs de l'armée allemande au sein de différentes structures, essentiellement des structures de police. Même, comme je l'avais précisé dans mes vidéos, ils ne sont pas admis dans la Waffen-SS, mais ils sont une structure de maintien de l'ordre au sein du Sicherheitsdienst, qui est le service d'ordre de la SS. Et donc, encore une fois, le fait d'appeler ces gens-là des ukronazis, c'est pas la réduction ad Hitlerum. C'est comme ça qu'eux-mêmes se définissent. On le voit très bien d'ailleurs dans tout ce qu'on trouve au fur et à mesure que l'armée russe progresse sur le front. Il y a les écrits, et je ne porte pas de jugement de valeur. Ce que je veux dire, c'est que ça ne me dérange pas, chacun fait ce qu'il veut, ça ne me dérange pas que vous vous recouvriez de tatouages avec la tête d'Adolf Hitler ou des croix gammées. Simplement, après, il ne faut pas que Bernard-Henri Lévy vienne m'expliquer que vous êtes un modèle de démocratie. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, voilà ce qui se passe. Ce projet, bien sûr, échoue, mais toutes ces minorités sont utilisées jusqu'à la fin de la guerre froide par les États-Unis pour essayer de déstabiliser l'URSS en jouant sur ces minorités. D'ailleurs, le fameux Stetsko qui publie la déclaration d'indépendance en 1900, donc c'est le 30 juin 1941, prend la tête ça s'appelle l'Alliance des peuples libres, je ne sais plus trop comment, enfin qui est une structure en fait de la CIA qui a pour but de mettre de l'huile sur le feu sur tous les problèmes des minorités au sein de l'URSS. Et quand il meurt à la fin des années 80, c'est sa femme qui prend la suite, et tout le monde sait qui est Stetsko et d'où il vient. Mais visiblement, ça aussi, ça ne pose aucun problème à nos démocrates. Donc, on se trouve en 2013 dans la situation suivante. Les États-Unis essayent désespérément de séparer définitivement l'Ukraine de la Russie. Mais c'est très compliqué parce qu'en fait, 1000 ans d'histoire rapproche l'essentiel de ces territoires. On retire la petite partie à l'ouest de l'histoire russe. Le russe est la langue la plus parlée. L'économie qui a été construite par les Russes puis par les Soviétiques est étroitement liée à l'économie russe et se complète. Et donc, et surtout, à chaque fois, malgré un premier coup d'État au moment de la Révolution orange en 2004, finalement, avec le temps, c'est un pouvoir pro-russe, entre guillemets, qui arrive. Alors, pro-russe, entre guillemets, parce qu'en fait, Yanukovych s'est fait élire sur un programme pro-russe, c'est-à-dire rentrer dans l'union douanière russe, officialiser l'utilisation de la langue russe. Il n'a tenu aucune de ses promesses et à peine élu, tout ce qu'il a voulu, c'est avoir cet accord d'association avec l'Union européenne. Le calcul de Yanukovych était de dire, de toute manière, l'Est et le Sud de l'Ukraine russe vont voter pour moi, et en faisant l'accord d'association, l'Ouest et le Centre vont voter également pour moi. Mauvais calcul, parce que effectivement, les Occidentaux l'ont vu arriver avec ses gros sabots, et vont tout simplement organiser
une nouvelle révolution de couleur, comme en 2004, mais cette fois beaucoup plus violente, parce qu'ils ont décidé de s'appuyer sur les forces issues de ces bandéristes, donc ce que j'appelle maintenant les ukronazis, dont je viens de parler. Derrière ces bandes, derrière cette volonté des Occidentaux, il y a aussi une autre classe, un autre acteur fondamental, ce sont les oligarques. Et donc, j'en ai déjà cité Kolomowski, très influent, qui est à la tête d'équivalent des institutions juives d'Ukraine, on pourrait l'appeler, qui a financé énormément d'institutions, notamment qui a fait de Dnepropetrovsk, on le dit, la deuxième ville, voire la première ville juive après Odessa en Ukraine, et ce qui fait qu'il a un grand soutien à l'international grâce à son, on va dire, à son action communautaire. Et, euh, et donc, vous avez également un autre oligarque très important qui s'appelle Akhmetov. Donc, lui est un Tatar. Et donc, lui tient des gros actifs industriels. Et Yanukovych, aussitôt arrivé au pouvoir, avec sa famille, commence à vouloir dépouiller ces oligarques. Et pour se créer sa propre fortune, selon le principe qu'en Ukraine, pour gouverner, il faut être un oligarque, c'est-à-dire au moins peser un bon milliard de dollars et avoir de l'argent, des clientèles, etc. Donc, il y a Yanukovych, pendant les 2 premières années de son règne, commence à vouloir piller, enfin forcer les oligarques à partager leur butin, puisque la plupart des biens ont été volés dans les années 90 et les fortunes se sont faites sur le pillage de l'héritage industriel ukrainien. Et donc, vous avez la conjonction de ces trois facteurs, les ukronazis, les oligarques et les occidentaux, qui sont prêts à tout pour prendre le pouvoir. Et ce qu'ils arrivent à faire, là aussi, je ne vais pas revenir dans le détail, j'ai décrit assez bien le mécanisme dans mon livre, mais l'important, c'est qu'en fait, eh bien, en février 2014, les Occidentaux ont gagné. Alors, c'est une victoire à la Pyrrhus, puisque effectivement, ils prennent Kiev, mais aussitôt, la Crimée fait sécession. Et comme la Crimée était une entité autonome au sein de l'Ukraine et que la Russie avait des forces stationnées de manière tout à fait légale sur place, donc, selon le principe que eh bien, le droit constitutionnel n'est plus appliqué à Kiev, eh bien, Moscou reconnaît immédiatement la Crimée. Voyant ça, toute une partie de l'Ukraine russe, donc celle du sud et de l'est, se soulève en espérant avoir la même reconnaissance. Mais à l'époque, la Russie pense encore, je pense Vladimir Poutine aussi pense encore, qu'on peut éviter une guerre civile et ne fait pas entrer l'armée et se contente de jouer, de soutenir indirectement, de manière assez lointaine, les rebelles dans le Donbass. S'ensuit un conflit qui dure, on va dire en gros, militairement, la phase militaire, jusqu'en février 2015, où là aboutissent les accords de Minsk. Et les accords de Minsk ont pour conséquence de geler la situation. Et en principe, Kiev s'est engagé à appliquer des réformes dans la Constitution pour reconnaître l'autonomie du Donbass, autoriser la langue russe, etc., et par conséquent autoriser la langue russe, etc., etc. Et la France et l'Allemagne sont garants de l'application par Kiev de ces accords. Et ces accords ne seront jamais appliqués. Au contraire, ce qu'on voit maintenant, c'est que pendant 7 ans, les Washington et l'OTAN ont profondément voulu changer la nature même des peuples qui habitent en Ukraine en faisant en fait une anti-Russie, c'est ce qu'a dit Poutine d'ailleurs dans son discours du 22 février, en faisant une anti-Russie et en se préparant à se battre contre la Russie, c'est-à-dire vraiment accomplir cet objectif des anglo-saxons de séparer pour toujours l'Ukraine de la Russie. Donc pour ça a été mis en place un régime policier et qui fait vivre dans la terreur. Donc plus d'ailleurs l'armée russe avance, plus on découvre des choses. Par exemple, la ville de Sviatodarsk, qui vient d'être libérée, d'ailleurs sans combat, j'en ai parlé dans ma vidéo d'aujourd'hui, il y a 3-4 jours. En fait, mon ami Laurent Braillard, le journaliste grand reporter de guerre, Laurent Braillard est sur place. Et en fait, les témoignages des gens sont effarants, c'est-à-dire que les gens qui se promenaient avec une croix orthodoxe autour du cou, eh bien, les bataillons de représailles ou les services secrets arrachaient les croix. Donc, il y a vraiment eu une volonté qui est assez unique d'ailleurs dans l'histoire des révolutions oranges anglo-saxonnes, parce que si vous prenez par exemple l'exemple de la Croatie,
pendant les guerres de Yougoslavie, les Américains, de la même manière, et les Allemands, et malheureusement les Français et les Anglais ont soutenu les Oustachis, donc c'est-à-dire en gros les descendants des collaborateurs nazis. Mais c'était pour la phase de prise du pouvoir. C'est ce que j'avais appelé un gouvernement nazi de transition. Et après, on met en place la social-démocratie, la Gay Pride, et tout ça rentre dans les rangs. Et là, en fait, le ciment russe était tellement fort en Ukraine que non seulement ils n'ont pas écarté les radicaux du pouvoir, qui représentent très peu de choses en Ukraine, hein, c'est ce que répètent d'ailleurs les médias, mais non, il n'y a, pas de nazis en Ukraine, ils représentent à peine 2%, et à peine 3% dans l'armée. Mais s'il y avait 3% de nazis dans l'armée française, je pense on en entendrait parler, du chro-nazi, pardon. Et donc, en utilisant, et donc ils ont, au contraire de ce qui s'est passé en Croatie, ils les ont conservés et ils les ont utilisés pour, en fait, anti-russifier l'Ukraine, avec des camps de jeunesse, avec un encadrement très dur de l'armée et en intégrant le plus possible d'éléments radicaux au sein de l'armée ukrainienne, plus un nombre très important de mercenaires. D'après le ministère de la Défense russe, il y a 6000 mercenaires, donc qui forment en fait l'ossature de l'armée ukrainienne, parce que ni Kiev ni Washington n'ont jamais eu confiance dans l'armée ukrainienne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous voyez le comportement de l'armée ukrainienne, en gros, c'est vous vous mettez dans une forteresse, et puis il y a les cadres, soit des mercenaires, soit des ukro-nazis, qui vous tirent une balle dans le dos si vous essayez de vous enfuir. Donc, ça a des avantages, cette méthode, mais c'est aussi des inconvénients. Et les défaites successives de ces dernières semaines sur le front montrent que, encore une fois, il y a des limites. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, visiblement, la Russie était parfaitement au courant. Elle était également parfaitement au courant des 30 laboratoires qui ont été fondés qui ont été reconnus, hein, ce n'est pas du tout une théorie du complot, ça a été reconnu par Victoria Nuland sur le territoire ukrainien pour faire des tests sur la population locale de bactériologiques et chimiques. Et donc également, les renseignements russes ont visiblement vu arriver l'offensive qui se préparait à la mi-mars en 2022. Et malgré tout, Vladimir Poutine, pendant tout l'automne 2021 et jusqu'on va dire, à mon avis, jusqu'à la fin janvier, a essayé, en donnant une ultime chance au format Normandie, aux accords de Minsk, en utilisant à fond la carte Emmanuel Macron, puisque l'Allemagne était en phase de transition de pouvoir entre la coalition CDU social-démocrate et sociodémocrate, écologiste, gauchiste, etc. Poutine a vraisemblablement voulu donner une dernière chance aux négociations et en exigeant des garanties de sécurité et en exigeant également l'application des accords de Minsk, alors qu'en fait, les accords de Minsk, en principe, auraient dû être appliqués avant décembre 2015. Et il y avait une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui fait qu'à la limite, même ça aurait été à la France qui était signataire, qui avait voté pour cette résolution, ça aurait été aux États-Unis d'aller faire la guerre à l'Ukraine puisqu'ils refusaient d'appliquer les accords de Minsk. Devant cette impasse, Vladimir Poutine a décidé de faire comme il avait fait en Syrie, et comme lui avait appris, je cite, les rues de Saint-Pétersbourg, enfin plutôt les rues de Leningrad à l'époque, c'est-à-dire que quand la bagarre est inévitable, eh bien, il faut frapper le premier. Et la Russie, donc, a lancé ce qu'on appelle ici une opération spéciale. C'est une espèce d'opération de police, en fait, dans le monde russe, je dirais. Qui, malgré tout ce qu'on vous raconte, enfin, je pense pas que les gens qui soient ici regardent souvent BFM TV, mais malgré tout ce qu'on raconte dans les médias, se passe, on va dire, de manière comment dire, pas être enthousiasme quand il s'agit de guerre, mais de manière prévisible pour la Russie. Voilà, c'est-à-dire que à l'heure qu'il est, la Russie est en train de détruire l'essentiel de l'armée ukrainienne qui était justement regroupée dans l'Est pour donner l'assaut. La Russie contrôle la région totale, la région de Kherson, qui est au nord de la Crimée, et elle administre désormais le rouble, est la monnaie locale, la langue est le russe, et il y a une facilité pour les gens d'obtenir le passeport russe. Ensuite, il y a la région qui est voisine, les 2 tiers de la région de Zaporozhye sont également et sous l'administration civilo-militaire russe, et ça se passe très bien. Et 1 tiers de la région de Kharkov est également sous contrôle de la Russie.
La Russie a modifié ses buts de guerre devant l'entêtement de Kiev et des Occidentaux. Et désormais, le but, c'est de s'emparer de toute cette bande au sud jusqu'en Transnistrie, ce qui fait que déjà la mer d'Azov, donc à l'est, est une mer totalement russe désormais, mais à terme également, la Russie contrôlera, si elle gagne la guerre, et pour l'instant, je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher de la gagner, eh bien, contrôlera la totalité du littoral de la mer Noire. Donc de Odessa et Nikolaïev. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Donc, si les opérations militaires continuent de la sorte, la Russie va gagner sur le terrain. Et peut-être modifiera-t-elle encore ses objectifs de guerre, c'est-à-dire que ce sera non seulement Kharkov, Odessa, mais même pour aller plus à l'ouest et pourquoi pas arriver au moins sur la partie orientale du Dniepr de Kiev. Pour l'instant, on ne sait pas. Et la question aussi, ce qui va se poser, c'est que même si la Russie gagne totalement la guerre, est-ce que les Occidentaux ne vont pas utiliser cette situation pour avoir une guerre éternelle, c'est-à-dire refuser de signer les accords de paix? Tant pis, l'Ukraine, ça reste un carré. Et je dirais même si les Russes prenaient Kiev, eh bien, on aurait un gouvernement en exil à Lvov. Et si les Russes prennent Lvov, il y aura un gouvernement en exil à Londres. Et il n'y aura jamais de paix pour que les sanctions durent perpétuellement. Et donc après, voilà, toute la question se pose sur est-ce que les sanctions peuvent faire plier la Russie et surtout, à qui font-elles le plus de mal? Est-ce que c'est à la Russie ou est-ce que c'est pas plutôt à l'Europe occidentale qui les a appliquées? Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, ni trop rapide d'ailleurs, sur certaines questions. Et maintenant, bah, écoutez, je suis ouvert pour vos questions. Eh bien, merci beaucoup, Xavier. Qui se lance? Chacun son tour, on lève la main, on parle très près du micro et on attend le micro. Bonjour tout le monde. Bonjour Xavier, je suis Luigi Nadalette, professeur d'histoire qui anime tous les mercredis soirs une émission sur TVADP avec Eric Montana et Bernard Claudel. Alors, je suis toujours, quand je peux, les émissions de Xavier Moreau qui me remontent le moral en étant militaire et moi en étant un ancien militaire que j'ai fait mon service en 79 à l'époque de la guerre froide à la frontière avec la Yougoslavie dans un bataillon disciplinaire, vu mon caractère un peu exubérant. À l'époque, on était au service de l'OTAN à côté de l'aéroport d'Aviano, d'où partaient toutes les frappes pendant la guerre de la Yougoslavie. Xavier sûrement connaît ça. Je voulais lui demander une chose. Premièrement, évidemment, je suis enfant de Poutine et j'ai participé à toutes les manifestations ici sur la question de l'antipass. Et j'ai une question qui me chiffonne. J'ai vu la dernière, je ne sais pas si c'est la dernière ou une des dernières déclarations de Poutine à la Douma, je crois il y a une semaine. Et j'ai regardé, j'ai vu pratiquement tous les députés, ou presque, de la Douma avec le masque. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle. Je ne connais pas la situation en Russie pour ce qui concerne la question du Covid, mais en étant professeur d'histoire et en connaissant un peu la question, et je vois que la guerre en Ukraine est directement liée à cette, comment dire, élite globaliste et s'en sert très bien. Hein? Si, trop court. Alors, je voulais savoir justement quelle est la position, comment ça se passe en Russie, cette question de masque de tous les députés de la Douma. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si c'est très récent. Aujourd'hui, il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que je veux dire? Et d'ailleurs, la mairie de Moscou a annoncé que toutes les amendes qui avaient été données pendant la période Covid seraient remboursées pour ceux qui avaient déjà payé et seraient annulées pour ceux qui n'avaient pas encore payé. Donc, c'était annoncé il y a 2 jours. Je pense que la Russie est entrée dans une phase post-Covid. Et à la lumière de ce qu'on a découvert en Ukraine, je me demande si pour Vladimir Poutine, parce que pour ceux, si vous avez suivi ce que j'avais publié à l'époque, donc au début du Covid, en mars 2020, en avril 2020, il y avait eu un revirement complet, c'est-à-dire après une approche tout à fait sereine par Vladimir Poutine lui-même, tout d'un coup, le discours avait brutalement changé. Et je me demande si ça n'a pas été pour la Russie un moyen de voir où ils en étaient, de faire une espèce de, parlez-moi l'anglicisme, de war game,
pour voir si le système de santé russe était capable de tenir une attaque bactériologique ou biologique. Je me pose vraiment la question et ça expliquerait notamment que, bien, en fait, on est passé plusieurs fois d'un discours apaisé à un discours radical. Ce n'est pas la seule explication, mais c'est celle que je vois. Ce que je vois également par rapport à la nouvelle maladie du moment, c'est-à-dire je sais pas trop quoi, la peste des singes, là, bon, bref. Peu importe, ça peut être n'importe quoi de toute manière. D'ailleurs, il y a un cluster ici. Voilà. C'est que là, le ministère de la Santé russe a été extrêmement rassurant en disant, écoutez, si vous êtes déjà vacciné contre la variole, il vous arrivera rien. C'est pas très grave. Voilà. Et ici, en gros, tout le monde s'en moque. Et déjà, honnêtement, il y a toujours des gens qui portent le masque, bon, parce qu'il y a toujours des gens ça les rassure. Mais sinon, je dirais même, bon, ça a été annulé, je me souviens même plus quand. Parce que d'ailleurs, très peu de gens le portaient, y compris dans le métro, tout le monde s'en. Les Russes, quoi qu'ait fait d'ailleurs le gouvernement russe, les Russes n'ont pas été convaincus par le Covid. Ça, je peux vous dire que c'est un des bons côtés de la population russe, c'est qu'ils sont entêtés, c'est un peu comme des Bretons, vous voyez. Et donc voilà. Donc là-dessus, je pense qu'il faudra refaire une lecture, quand on en saura plus, de la manière dont la Russie a réagi au Covid à la lumière de ce qu'on a appris sur les laboratoires bactériologiques américains en Ukraine. Et on est en train de découvrir des choses épouvantables, horribles, apocalyptiques. Mais ça, je pense que c'est plus à Youssef et à Pierre-Antoine de développer sur ce thème. Question suivante. Bonjour Xavier, félicitations pour votre courage et surtout pour votre sang-froid. Surtout quand on vous dit que les Russes sont un peu les Arabes des Occidentaux. Et je tiens aussi à féliciter le sang-froid de Youssef, ça m'a beaucoup fait rire. La situation, surtout de la présence des mercenaires en Ukraine, me fait penser à un vieux bouquin que j'avais lu de Daniel Ganser sur les armées secrètes de l'OTAN et les réseaux Stay Behind. J'aurais voulu savoir si ces réseaux ont été réactivés par les globalistes et voir cette présence-là de tous ces mercenaires en Ukraine expliquerait justement une espèce de relance de l'attaque contre la Russie. Voilà, merci Xavier. Alors, effectivement, alors c'est pas vraiment stay behind, puisque comme le nom l'indique, l'idée de stay behind, c'est-à-dire si les soviétiques envahissaient, par exemple, l'Italie, eh bien, vous auriez eu des mouvements de résistance. Là, ils sont carrément, enfin, ils sont pas à l'arrière, ils sont en avant, ils encadrent l'armée ukrainienne. Il y a beaucoup de témoignages de prisonniers ukrainiens qui le disent, qu'en fait, les officiers étaient des Polonais ou encore une fois des membres des bataillons de représailles. Et le chiffre qui a été donné il y a quelques jours par Sergei Shoigu, on parle de 6000 mercenaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, par exemple, l'armée ukrainienne, vraiment l'armée au combat, ça devait être au début, en fait, bon, on va dire 150 000, mais le gros, c'est vraiment capable de combattre, c'est 60 à 70 000. Donc, on a quand même un dixième de l'armée qui était composée de mercenaires. C'est dire à quel point, Washington ne croyait pas ne faisait pas confiance à l'armée, ni Kiev ne faisait confiance à l'armée ukrainienne. Donc aujourd'hui, la présence de mercenaires est évidente, reconnue. Je pense que beaucoup ont été capturés, mais que pour l'instant, ils sont en train d'être interrogés. Et je sais aussi que les Russes préparent un espèce de Nuremberg pour ce qui s'est passé dans le Donbass. Il y a également des témoignages, et relevé le témoignage de Laurent Braillard, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait exactement ce qu'ils ont fait en Irak. Ce qu'ils ont fait en Afghanistan, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé, ils ont torturé. Et c'est la première chose qu'ils leur ont appris d'ailleurs dès 2014, c'était à faire ça, c'était à faire de la répression. Et je pense que quand tous ces crimes-là seront révélés à la population ukrainienne qui sera dans les territoires contrôlés par la Russie, je pense que le projet ukrainien va en prendre un sacré coup pour très, très, très longtemps dans l'histoire. Donc voilà, effectivement, les mercenaires sont partie prenante de ce conflit. Ceux qui se sont fait capturer risquent la peine de mort, puisque c'est ce qu'a annoncé le parquet de la République populaire de Donetsk. Il y a 3 Anglais qui ont été donc de petit niveau. Donc eux, ils ont été immédiatement montrés dans les médias. Et puisqu'en plus, ils ont fait des appels à leur famille. Et là, le parquet vient de les informer que suite à l'investigation, eh bien, la peine de mort pourrait être requise contre eux. Et donc, paradoxalement, à mon avis, ceux qui doivent souhaiter aujourd'hui leur attachement du Donbass à la Russie, c'est eux, puisque la Russie a un moratoire sur la peine de mort. Et sinon, il est possible, en tout cas, que Donetsk fasse un exemple et les exécute
pour faire passer un message. Si vous voulez, il y a eu beaucoup aussi de mercenaires parce que pour ces mercenaires-là, c'était une guerre de position qui a duré très longtemps, hein, en gros de 2014 à février 2022. C'est plutôt des unités de répression de la population. C'est une guerre de position qui finalement ne fait relativement pas trop de morts. Et c'est la guerre que les mercenaires occidentaux ont l'habitude de faire. Quand, par exemple, les mercenaires anglais ou américains font la guerre en Irak ou en Afghanistan, par exemple, c'est presque un safari pour eux. Ils se déplacent en toute sécurité jusqu'à la ligne de front, ils font les opérations, ils sont récupérés, nourris, soignés, il n'y a aucun problème. Là, en fait, vous pouvez vous faire tuer à peine vous avez franchi la frontière avec la Pologne. Donc, ce n'est pas du tout un safari. Et donc, il y a beaucoup de mercenaires qui se rendent compte ce que c'est que la guerre et qui font demi-tour et qui repartent. Mais il est clair que sans les mercenaires, je pense que l'armée kievienne se serait écroulée depuis longtemps. Question suivante. Bonjour Xavier Moreau. Bonjour. D'abord, félicitations pour votre travail. Merci. J'apprécie. Du coup, petite question par rapport entre les territoires qui vont être libérés par la Russie et ceux qui peuvent être récupérés par la Pologne ou la Roumanie, la Hongrie. C'est quoi l'avenir qu'on pourrait imaginer pour l'État ukrainien, entre guillemets? Écoutez, vous savez, un auteur connu qui avait donné une interview, je crois que c'était sur TV Liberté, Zahar Prelepine, donc qui est un ancien de mémoire de la guerre en Tchétchénie, qui a ensuite commandé un bataillon pro-russe, hein, bien sûr, dans le Donbass, avait posé la question à Vladimir Poutine en 2018 lors de la grande conférence de presse qu'il donne. Et il lui avait demandé si, pendant la Coupe du Monde de football, on se disait que les Ukrainiens utiliseraient ça pour attaquer le Donbass. Poutine avait répondu, si l'Ukraine fait ça, elle remettra son existence même en cause en tant qu'État. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est là. Et que je ne sais pas ce qui restera, je ne sais pas ce que les Russes vont prendre, mais je dirais que votre question est bien posée, c'est qu'est-ce qui va rester de l'Ukraine ? Je l'ai expliqué dans ma vidéo, donc je vais me répéter un petit peu d'aujourd'hui, mais les Polonais, en fait, eux rêvaient d'atteindre la mer Noire, mais les Russes ne leur laisseront pas Odessa. Donc, ce qu'ils pourront récupérer, c'est la Galicie et la Volhynie, où les gens les détestent et où les habitants sont détestés par les Polonais parce qu'ils les ont massacrés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les Polonais n'aiment pas non plus ni Stepan Bandera, ni Shushkevich, ni Melnik. Donc, si jamais ils prenaient Lvov et la Galicie, tous ces monuments seraient déboulonnés immédiatement. Donc, c'est pas vraiment à leur place, je ne le prendrais pas. Mais maintenant, ça aussi, c'est un autre thème dont je laisserai Youssef en parler, mais il y a la question des acteurs irrationnels. C'est-à-dire, est-ce que la Pologne, aujourd'hui, est réellement un acteur rationnel? Est-ce qu'elle joue pour ses intérêts ou est-ce qu'elle joue pour une idéologie qui dessert ses intérêts en tant que nation? En ce qui concerne la Hongrie, il y a deux petits morceaux de la Hongrie qui ont été donnés par Staline à l'Ukraine. La Hongrie, elle se fait discrète, mais évidemment qu'elle est en embuscade, surtout qu'elle a distribué des passeports à tout le monde. Et il y a également un morceau pour la Roumanie. Et je vous dis encore une fois, le problème aussi, pourquoi, à mon avis, pour l'instant, Washington ne laissera pas la Pologne s'emparer de la Galicie et de la Volhynie, ni l'Autriche, ni la Hongrie s'emparer de ces deux régions dans le sud, c'est que ça veut dire qu'il y a une reconnaissance officielle de la fin de l'Ukraine. Et à mon avis, le jeu de Washington aujourd'hui, ça va être davantage même si la Russie contrôle les 2/3 de l'Ukraine, même si d'ailleurs il n'y a plus de combat, c'est d'en faire une zone de guerre perpétuelle pour maintenir en permanence un mur de fer artificiel entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. Et après, la question, c'est quand est-ce que l'Europe de l'Ouest va se libérer de la tutelle américaine? Et ça, je ne peux pas vous le dire. Mais pour l'instant, effectivement, c'est tentant pour la Pologne, mais elle n'a rien à y gagner. Et surtout, encore une fois, c'est la région la plus pauvre de l'Ukraine. C'est la région qui vivait sur la richesse du sud et de l'est de l'Ukraine. Donc, c'est-à-dire que c'est une région qui va coûter cher à la Pologne. Donc, je ne les vois pas faire ça en immédiat. Mais encore une fois que la Russie contrôlera, je ne sais pas, entre 40 et 70% du territoire ukrainien, l'Ukraine en tant qu'État, de facto, aura cessé d'exister. Question suivante. Oui, bonjour à tous. Je voulais poser une question tout à l'heure par rapport à la Pologne, mais c'est mon plan B là. Vous avez évoqué tout à l'heure l'histoire de l'Ukraine, vous n'avez pas parlé des Khazars. Et je pense qu'aujourd'hui, les Khazars peuvent être un élément de lecture de tout ce qui se passe, notamment avec les Ashkénazes.
Est-ce que vous avez omis cette partie de l'histoire de l'Ukraine volontairement pour laisser Youssef en parler, ou est-ce que c'est quelque chose qui est négligeable pour vous dans la compréhension de tout ce qui se passe? Non, non, c'est pas négligeable. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une de mes vidéos de mémoire pour montrer quand j'ai fait justement l'histoire de la Rousse de Kiev. Hein, à l'origine, en fait, Kiev est la mère de la Russie, mais le père de la Russie, ça se trouve, c'est la ville de Veliki Novgorod, au nord de Moscou. Et donc, quand les tribus slaves, donc sous la monarchie des Ryurikides, descend sur Kiev parce qu'il fait moins froid et que c'est mieux placé. Effectivement, ils combattent, ils se trouvent face au royaume khazar qu'ils combattent et qu'ils gagnent contre la guerre. Et donc, effectivement, alors moi, j'ai pas vraiment étudié ça, mais c'est tout à fait possible que dans ces territoires donc, qui ont donné naissance entre guillemets, aux Ashkénazes, et moi, j'ai pas étudié ça, mais c'est tout à fait possible que on trouve parmi les origines du conflit, notamment le soutien, quoi qu'il en coûte, de certains juifs ukrainiens aux ukronazis, qui n'est pas total. Hein. J'en connais des juifs ukrainiens, il y en a qui ont très peur. Et surtout, là, maintenant où les bataillons sont en train de se faire étriper par l'armée russe, il n'est pas impossible que vous ayez un coup d'État de radicaux à Kiev, ou en tout cas des soulèvements de radicaux dans l'Ukraine, et que, comme ils feront payer leur échec à Zelensky, ça se termine en pogrom. C'est pas du tout impossible. Et je sais que c'est quelque chose qui fait très peur. Moi, j'ai été interviewé sur i24 News, et la question des ukronazis, eux, ils ne la prennent pas à la légère. Vous voyez, pourtant, ce n'est pas forcément des gens qui vont m'inviter tous les jours. Mais quand j'ai utilisé le terme d'ukronazi, ça ne les a pas du tout choqués. Et je pense qu'il y a une partie d'ailleurs de la communauté juive ukrainienne qui a très peur parce que effectivement, il y a cette motivation peut-être, bon, je ne sais pas quelle est la réalité de ça, mais de prendre sa revanche face entre guillemets aux Yorikides, mais il y a en même temps une réalité, c'est que quand vous voyez les pogroms de Lvov en 1941, c'était d'une violence, mais même les Allemands étaient choqués d'après ce que j'ai lu. Et là, je vous dis, là, il y a une phase qui va être difficile pour Zelensky. Il va falloir chercher un coup. Si vous voyez le profil des ukronazis, c'est quand même des sauvages. Et ça vole pas très haut. Donc, il va falloir trouver un responsable et ça peut pas être eux. Donc, ils vont se rabattre sur Zelensky. Et Zelensky, lui, est juif. Et donc, je ne serais pas étonné qu'il y ait des pogroms à cause de ça. Donc oui, non, c'est pas un sujet que j'essaie d'éviter. Simplement, je me rends pas trop compte du poids dans la prise de décision des élites juives de soutenir, enfin d'une partie des élites juives de soutenir Maïdan, y compris les ukronazis, et de les financer. Hein. Kolomoïski a financé le Pravi Sector. Il faut bien s'en rendre compte. Yarosh, il a eu son premier camp d'entraînement à Dniepopetrovsk, ville qui était sous le contrôle de Igor Kolomoïski, qui lui-même a été nommé après Maïdan gouverneur de la région. Est-ce qu'il fait ça parce qu'il est conscient de son héritage kazakh? Honnêtement, je peux pas vous dire, mais c'est clair que c'est une question qui doit être étudiée. Question suivante, s'il vous plaît. Bonjour, Jérôme. Je vous suis attentivement aussi sur Internet. Question, historiquement, on revient en arrière sur les 20 dernières années. On sait que Poutine a voulu jouer le jeu de l'Union européenne et des États-Unis en essayant d'intégrer l'OTAN, l'Union européenne, et puis également en allant au World Economic Forum. En parallèle, on sait qu'il a fait des stocks d'or. On sait également qu'il a nourri le travail sur les armes, puisqu'aujourd'hui, les armes défensives sont supérieures en Russie aux armes offensives américaines. Tout ce travail-là qui a été fait en parallèle, à mon avis, j'ai le sentiment que ça stigmatise, l'Ukraine et stigmatise quelque chose, mais un monde bipolaire qui apparaît et des revendications mondiales par rapport aux États-Unis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais votre éclairage. Alors, ce qui est certain, c'est que le monde dans lequel on est rentré le 22 février, ou plutôt le 24 février 2022, sera totalement différent de celui qu'on a connu avant. Et notamment selon ce qu'on a découvert, c'est-à-dire que les Occidentaux ne font plus peur à grand monde. Et l'ancienne ambassadeur ici, Madame j'ai oublié, Breman, avait dit d'ailleurs, je crois que c'est sur BFM TV,
que 82% de la population mondiale n'était pas contre la Russie. Et puis, qui vous avez avec la Russie? Vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez le Brésil. Vous avez quand même des grandes puissances qui pèsent très lourd dans certains domaines. Et surtout, si vous voulez, parce qu'on s'est beaucoup posé la question de savoir pourquoi Poutine n'a pas fait ça plus tôt, etc. Mais par exemple, en 2014 ou en 2015, la Chine n'avait pas le poids encore qu'elle a aujourd'hui. Elle était déjà très puissante, mais elle n'avait pas le poids qu'elle a aujourd'hui. Et l'Inde non plus. Donc les choses vont très vite. Il y a une bascule très importante qui s'est faite, que visiblement n'a pas vu arriver l'Occident. Et aujourd'hui, la Chine, par exemple, pour le marché énergétique, représente une alternative tout à fait intéressante, alors qui ne pourra pas tout prendre, mais pour la Russie. Et le ministère de l'Industrie et des Transports russe s'est donné entre 3 à 6 mois pour changer les flux logistiques. Et à mon avis, c'est pour longtemps. Donc effectivement, Poutine s'est donné les moyens d'avoir une politique indépendante. Et d'ailleurs, je me souviens, j'avais écouté les conversations quand ils ont pris la décision d'intervenir, donc les conversations publiques qu'il avait avec ses responsables. Et Poutine avait dit, de toute manière, on ne peut pas vivre éternellement sous la menace des sanctions. Il faut y aller. Et c'est tout à fait inadmissible qu'un pays soit en train, ou des pays soient en permanence en train de menacer la terre entière de sanctions. Donc, à un moment ou à un autre, il faudra aller au bout de ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, vous voyez très bien, j'avais étudié ça dans le domaine aéronautique, la Russie, elle, a pris des contre-sanctions, c'est des plans sur 4 ans. Donc, toutes les contre-sanctions dans le domaine aéronautique, même si les sanctions occidentales étaient levées, la Russie, elle ne lèverait pas les siennes. Comme quand elle a levé ses sanctions contre la Turquie, après la réconciliation entre Erdogan et Poutine, ça a pris pour pas que ça nuise aux agriculteurs russes, pour leur donner le temps de se retourner, puisque de nouveau, les produits turcs allaient arriver sur le marché, ils ont définitivement retiré les sanctions, ça a pris 1 ou 2 ans. Et donc voilà, et pour Poutine, les sanctions ont toujours été une opportunité de faire ce qu'on appelle ici le import zameshenie, c'est-à-dire le remplacement des importations. Et il n'y a pas grand-chose que la Russie ne peut pas produire. Ce sera difficile. Je ne dis pas du tout que les sanctions vont être légères pour la Russie. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis c'est que grâce à ces sanctions, elle apprend, elle investit. Et en tout cas, celles qui ont été imposées en 2014 ont été un coup de pouce extraordinaire à l'économie russe. Voilà. Merci. Question suivante. Je crois qu'on en a une au milieu, une au fond. Encore 2 questions, puis après, il faudra que je vous laisse. 2 questions, voilà. allez. Non, d'abord le monsieur, après ça vous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tous les jours, on entend à la télévision que des milliards, des milliards d'aides vont vers l'Ukraine. Jusqu'à où Poutine peut-il laisser faire ces aides sans qu'on parle de belligérants, de co-belligérants? Qu'en est-il de la menace nucléaire? Et peut-on parler déjà que nous sommes en 3e guerre mondiale? Alors, je vais commencer par la menace nucléaire. On parle de paix chaude, Xavier. On parle de paix chaude. De paix chaude. Oui, par rapport à j'apprendrai le terme de la phrase de Raymond Aron au moment de la guerre froide. Il disait guerre impossible, paix improbable. Je pense qu'on va arriver un peu à ce genre de position. Je ne crois pas à la guerre nucléaire. Et là, je citerai également Pierre-Antoine Plaquevent, qui a dit il n'y a pas longtemps sur TV Liberté, ils ont beau tous vouloir s'installer sur la Lune et sur Mars, pour l'instant, ils vivent encore sur Terre. Et donc, je ne crois pas à la guerre entre puissances nucléaires. Voilà. Donc, je suis assez serein là-dessus. En revanche, effectivement, les Américains déversent des sommes colossales, mais il faut voir que c'est avant tout un chèque au complexe militaro-industriel américain. C'est-à-dire que sur les 40 milliards de dollars, je crois qu'il y en a 45% qui vont directement au complexe militaro-industriel pour qu'ils produisent des armes pour l'Ukraine. Ou plutôt qu'ils produisent des armes modernes pendant qu'ils déversent leurs vieux trucs en Ukraine. Parce que pour l'instant, ce qui a été donné à l'Ukraine, alors tout ce qui est armes portatives, armes anti-chars, armes anti-aériennes, c'est un fiasco complet. Ça n'a servi quasiment à rien. Là, ils viennent de livrer les obusiers M777. Et en fait, c'est des systèmes tractés d'une autre époque. Ils ont été livrés. Il y a eu une rumeur là-dessus. Ça a été infirmé. Puis, a priori, non, ça semble vrai. Ils ont été livrés sans les systèmes de visée modernes parce que les Américains ont peur que les Russes s'en emparent. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'argent qui est livré. Ça sert surtout à créer une énorme dette qui devra être payée par l'Ukraine, mais je ne sais pas avec quoi l'Ukraine va la payer. Donc je pense que ce sera plutôt payé par l'Union européenne.
Et en tout cas, de ce que je vois pour l'instant d'armement livré, je ne vois pas comment ça pourrait changer la donne en Ukraine parce que une fois que vous avez livré un canon, il faut aussi livrer les munitions. Et ce n'est pas le même calibre autant que le calibre soviétique que les Ukrainiens ont en réserve. Donc ça veut dire créer des chaînes de munitions qui passeraient par la Pologne et qui ne soient pas détruites par la Russie. Ça me paraît peu probable. Donc pour l'instant, je ne vois pas parmi les armements qui ont été donnés quelque chose qui pourrait être, comme disent les Anglais, game changer. Oui, c'est pas, je ne le vois pas. Après, on va voir, là, ils veulent livrer des lance-roquettes multiples qui tirent sur plusieurs centaines de kilomètres, mais vont-ils vraiment le faire? Il faut voir aussi que la Russie, elle a un argument qu'elle n'a pas encore sorti, mais à mon avis, dans les discussions entre Shoigu et Lloyd Austin, donc le secrétaire d'État à la Défense américain, c'est si vous continuez comme ça, nous, on va livrer des missiles anti-navires hypersoniques à l'Iran, et puis comme ça, c'en est terminé de la flotte américaine, puisque sur un tir, une ou deux salves, on va couler un porte-avions qui coûte je ne sais pas combien de dizaines de milliards de dollars avec 2000 hommes dessus, des avions qui coûtent eux aussi une fortune. Donc, pour l'instant, je dirais que ce que l'OTAN livre à la Russie, je ne dis pas sans mox, ça fait durer la guerre. La guerre serait sans doute finie depuis longtemps sans ça. Mais en même temps, c'est pas, c'est plutôt un accord tacite. OK, vous pouvez continuer à déverser vos vieux matériels, mais attention, n'allez pas trop loin. Mais à mon avis, encore une fois, ce lance-roquettes multiple là, que demandent les Ukrainiens, lui peut porter jusqu'à 300 km, donc ce qui permettrait aux Ukrainiens de taper les villes russes. Et ça peut être effectivement une occasion d'escalade. Et là, les Russes pourraient répondre en tirant sur une ville polonaise ou pas forcément du nucléaire. Et ça, je pense que les Américains le savent. Ou la Russie, encore une fois, peut répondre en livrant des missiles spécifiques, même pas hypersoniques, juste supersoniques. Il n'y a pas grand-chose qui peut arrêter un missile supersonique, un missile anti-navire ou voilà, ou la technologie sur les calibres. Il y a des tas de moyens en fait pour la Russie encore de faire pression pour empêcher que les Américains aillent trop loin. Donc de ce côté-là, je suis assez serein. Et surtout, si vous voulez, on parle de livraison dans le mois de juillet. Là, la guerre commence à s'accélérer. L'armée ukrainienne est usée jusqu'à la corde. Donc, en tout cas, s'il livre une arme magique, il va falloir qu'il la livre rapidement parce que bientôt, ce sera trop tard. Une toute dernière question avant de vous laisser partir, Xavier. Une question? Allez-y. J'aimerais que vous développiez un petit peu par rapport à l'Église orthodoxe. On voit la position du Vatican. Quelle est la situation de l'Église orthodoxe par rapport à ce conflit, par rapport au gouvernement de Vladimir Poutine? Voilà, je vous remercie. Alors, l'Église orthodoxe est une cible, je dirais pour la CIA, il faut appeler un chat, depuis la chute de l'URSS. C'est-à-dire que à la fois les autorités de Kiev et la CIA, ou le département d'État américain des Affaires étrangères, se sont rendus compte que une des choses qui maintenait l'Ukraine dans le monde russe, donc il y avait la langue, mais il y avait également la religion orthodoxe. Et la religion, l'Église ukrainienne orthodoxe dépend du patriarcat de Moscou. Elle est autonome dans sa gestion, elle est et financièrement, etc., mais elle est reliée, elle fait partie de l'Église du patriarcat de Moscou. Et donc, les autorités kieviennes et la CIA n'ont eu de cesse que de créer des églises schismatiques qui n'ont pas fonctionné. Donc, la première, c'était le patriarcat ukrainien, sous Filaret, je crois qu'il s'appelait. J'en ai parlé dans le premier bouquin. Elle a complètement disparu. Poroshenko a essayé d'en créer une nouvelle en 2018. Ils ont pris une espèce en fait, on a découvert qu'en plus, il était favorable au mariage homosexuel, donc imaginez dans l'Église orthodoxe. Donc, en fait, bon, ça n'a pas marché non plus, malgré l'argent qui a été injecté, malgré le soutien américain. Tout cela n'a pas vraiment marché. Ceux qui ont vraiment la foi, en fait, restent fidèles à l'Église orthodoxe du patriarcat de Moscou. Et là, il y a quelques jours, je crois que c'était hier, il y a eu une déclaration, mais on ne sait pas trop qui a déclaré quoi. Un porte-parole qui a dit qu'il y a eu un concile qui s'était réuni et qu'ils déclaraient leur indépendance vis-à-vis du patriarcat de Moscou. Mais encore une fois, l'Église ukrainienne orthodoxe est indépendante de toute manière du patriarcat de Moscou. Elle est
elle est reliée, elle est autonome, on va dire, pas indépendante, mais autonome. Donc, je crois que c'est plutôt un prétexte pour en fait chasser les prêtres. Il y a des persécutions religieuses, il y a des images qui circulent sur Internet de prêtres qui ont été aspergés d'un liquide vert désinfectant. Les brutalités et les prises d'assaut des églises orthodoxes par les milices ukrainiennes, par les services secrets, ça date pas de toute manière d'aujourd'hui, ça date dès avant Maïdan. Et encore une fois, ça sera résolu par la victoire russe. Voilà. Donc, je pense que l'Église orthodoxe sera restaurée, je dirais, dans ses droits au fur et à mesure que l'armée russe progressera sur le territoire ukrainien. Eh bien, Xavier Moreau, on va vous libérer. Merci beaucoup. Désolé de devoir vous quitter. À bientôt.